Bonjour et bienvenue au 11e épisode de votre programme Télé Boss sur MyUIC TV. MyUIC TV, la chaîne de télé du prestigieux établissement Institut universitaire de la Côte. Aujourd'hui, nous recevons pour cette 11e édition Madame Yolande Bodian, qui est la DG de la maison de production Marabout. Bonjour Madame Yolande Bodian et bienvenue à l'Institut universitaire de la Côte. Bonjour et merci de m'avoir invité. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors, au cours de notre entretien aujourd'hui, nous allons, dans une première mesure, disons, s'appuyer sur vous particulièrement, c'est-à-dire connaître quel est votre parcours, comment est-ce que vous avez commencé pour arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui. Ensuite, nous allons parler de Marabout, c'est-à-dire votre maison de production, des programmes qu'elle propose. Et enfin, nous allons terminer par quelques conseils que vous allez prodiguer pour la jeunesse qui nous regarde. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis disponible. Je suis disponible. Alors, Madame Yolande Bodian, je vais vous demander de nous raconter votre histoire. Alors, votre jeunesse, comment se passe-t-elle de Yaoundé à Douala? Disons que j'ai fait quand même 3 villes. Je suis née à Bertois. Je suis partie de Bertois, mais mes études ont commencé plutôt à Yaoundé, on va dire, parce que mes parents vivaient là-bas. Mon papa, c'était un gendarme. Et il vivait à Bertois. Je suis issue d'une famille polygamique. Mon papa avait 2 femmes. Et on est 11. 11 enfants. 11 enfants, donc je suis la 7e. Voilà, donc j'ai grandi à Yaoundé où j'ai fait l'école primaire, à l'école publique de la Cité Verte. Ensuite, je suis allée au collège, à la Cité Verte toujours, c'était le collège de la Cité Verte. Et quand j'ai eu mon BEPC, je suis donc allée au lycée Général Leclerc jusqu'en terminale. Et j'ai pas eu le bac au lycée Leclerc, j'ai eu le baccalauréat au lycée d'Onkondongo. Voilà, et puis après, je suis venue à Douala où j'ai fait 2 années BTS en marketing et communication. Et après mon BTS, j'ai eu, j'ai envie de dire, l'opportunité de présenter le concours des hôtesses de l'air à l'époque, à la CAMER. Et j'ai eu ce concours et puis voilà, je suis devenue hôtesse de l'air. Alors, et vous intégrez ce monde du bling bling, on va dire, parce que du bling bling. il y a certainement beaucoup de jeunes Camerounaises qui aimeraient bien être hôtesse de l'air. Alors, comment ça se passe le travail d'hôtesse de l'air? C'était pour la CAMER à l'époque, me semble. Oui, Cameroun Airlines, la défunte Cameroun Airlines. C'est vrai que c'est un métier d'élite. C'est un métier d'élite. Moi, je n'en rêvais pas de toutes les façons. Je l'ai fait parce que voilà, le concours s'est présenté et ma famille a insisté. Je ne voyais pas trop le lien entre ce que j'avais appris à l'école et le métier d'hôtesse de l'air, parce qu'effectivement, je me limitais à celle qui sert dans l'avion et tout ça, mais que non. C'est un métier justement où tout ce que j'ai appris à l'école, je devais mettre ça en pratique. C'est un métier de relations publiques, c'est un métier où tu fais du commercial, c'est un métier où tu fais de la communication, où tu gères les humeurs et tout ça. C'est un métier où tu apprends tout, le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire savoir, vraiment tout, ça englobe tout. Et c'est un métier justement qui était très mal connu. Donc on pensait en fait que pour être hôtesse de l'air, il fallait juste ressembler un peu à quelque chose et ça suffisait. Non, il faut avoir un bagage intellectuel important et une capacité, j'ai envie de dire capacité psychologique qui permet de gérer tous ces gens qui traversent l'avion au quotidien. Alors, et la formation d'hôtesse de l'air, comment se passe-t-elle? Disons que la formation au niveau du Cameroun, quand nous sommes entrés à la CAMER, on a fait une formation accélérée de 6 mois. Il y a un examen qu'on appelle le certificat de sécurité sauvetage que nous passons avant de devenir hôtesse de l'air. C'est un diplôme en Europe, c'est un bac plus 2. Mais nous ici on l'a fait en 6 mois et nous sommes allés faire l'examen en France. Donc quand on arrive en France, effectivement, vous composez avec des gens qui l'ont préparé pendant 2 ans, vous l'avez préparé pendant 6 mois. 6 mois juste. Et nous étions, au départ, quand on a lancé le concours, nous étions à peu près 4000 parce que c'est sur toute l'étendue du territoire national. Mais à l'arrivée, on était 32. Et les 32 dont nous sommes allés passer cet examen, ce qui m'a beaucoup impressionné, dont on était fiers, c'est qu'on avait 2 heures pour chacune, il y avait 2 épreuves pour chacune des épreuves. Et au bout de la première épreuve, au bout de 30 minutes, quand moi je suis sortie la première, la deuxième personne qui est sortie, c'était un autre collègue camerounais. On est tous sortis, les autres étaient encore dedans. On nous a même rappelé pour nous demander, vous êtes sûr que vous avez terminé? On a dit oui.
Pour nous, peut-être que la formation qu'on a eue en 6 mois était tellement intense, on s'est tellement préparé que quand on arrivait à l'examen, c'était facile. Donc voilà, on a passé cet examen-là qui était la théorie. Une fois la théorie passée, nous revenons au Cameroun et on prépare la pratique. La pratique, ce sont des exercices, piscine, comment utiliser un extincteur en cas de problème, ouvrir les portes d'avion, la sécurité dans l'avion. Parce qu'il faut savoir qu'une hôtesse de l'air ou un steward pour les hommes, c'est d'abord la sécurité avant le commercial. Donc c'est comment gérer les situations de crise dans l'avion. Donc nous sommes repartis donc après, pour ceux qui ont été retenus à la phase écrite, nous sommes allés faire la pratique et c'est à l'issue de la pratique donc que vous avez le CSS qui vous permet de devenir hôtesse de l'air ou steward. Alors j'imagine les voyages, vous avez certainement parcouru tous les pays du monde. Oui, on voyage beaucoup. On voyage beaucoup. Ça n'a pas que des avantages, hein, il ne faut pas y croire. Il y a beaucoup d'inconvénients parce que ça vous sépare de la famille. Si vous n'avez pas une bonne organisation, une bonne cellule familiale, ça va être compliqué de gérer ça. Oui, on voyage, on voit beaucoup de monde, on apprend beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je connais beaucoup de cultures, ça m'a beaucoup enrichi. Donc, je peux arriver au Sénégal, je vais m'intégrer comme une Sénégalaise, je vais aller en Chine, je vais m'intégrer comme une Chinoise. Donc, je n'ai pas de problème d'adaptation aujourd'hui parce que toutes ces cultures-là, je les ai vécues pendant que j'ai exercé ce métier. D'accord. Donc, après votre passage à la CAME, vous décidez donc de devenir une entrepreneuse. Alors, si vous nous racontez, disons, vos débuts, comment vous avez eu l'idée, bien que pendant le mini-reportage, déjà, vous en avez fait part, vous avez parlé de Option, oui, qui était votre première boîte, oui, qui est devenue par la suite Marabout. Oui. Donc, vos débuts dans le secteur de l'entrepreneuriat, comment ça commence? Je dois dire que j'ai un petit peu ça, peut-être dans les gènes, je ne sais pas. Mais je sais que toute petite déjà, je vendais un petit peu en cachette, mes parents ne le savaient pas, ma maman, parce que j'ai perdu mon papa, je passais en 6e quand j'ai perdu mon papa. Donc j'ai grandi avec mes 2 mamans. Et j'avais des camarades qu'on envoyait vendre, les parents envoyaient vendre des cacahuètes pendant les vacances et des bonbons au lait. Voilà. Donc les bonbons au lait, j'avais appris à les faire. Donc je les faisais aussi et je les vendais à l'école. Mais ça, mes parents ne le savaient pas. Pendant les vacances, je les accompagnais aussi quand ils vendaient les arachides et tout ça. Mais quand j'ai commencé à travailler, quand je suis à la caméra, j'ai un sentiment d'inachevé, un goût d'inachevé. J'aurais voulu continuer mes études. J'aurais voulu être docteur en je ne sais pas quoi, mais j'aurais voulu continuer mes études. Donc, pendant que je suis à la caméra, je me dis, il faut que je reparte à l'école. Il faut que je reparte. J'avais vraiment ça. C'est ce qui me pousse donc à m'inscrire à l'ESSEC de Douala, où je fais donc un MBA en management. J'ai fait 3 années. Et ensuite, la première entreprise que je crée s'appelle Body and Partners. Ça, je ne travaillais pas encore. Ça, c'est quand je sors de l'école. Je crée Body and Partners, qui est un établissement. Qu'est-ce que je fais? C'est que je lis des magazines dans des entreprises, des gens que je connaissais. Je partais avec des magazines informatiques. Il y avait PC, il y avait ordinateur, il y avait tout ça. C'est quand vraiment, j'avais dit que l'outil informatique rentrait au Cameroun. Donc, j'allais chercher ça dans les kiosques et je les revendais. Bon, quand je commence donc à travailler, je crée la première entreprise, c'est un prêt-à-porter. Prêt-à-porter pour femmes et enfants. Et ce prêt-à-porter, je le crée pourquoi? Simplement parce que je me retrouve dans une situation dans laquelle j'ai un fils, un garçon, qui a 3 mois, donc on fait la layette en général pour jusqu'à au moins 6 mois. Mais sauf que ce que j'ai pris pour les 6 mois, il a explosé. Donc du coup, tout ce que j'avais acheté, il fallait tout changer. Il fait chaud à Douala. Et je cherche des vêtements courts, parce qu'il fait chaud, je n'en trouve pas vraiment. Et je me dis, si j'ai ce problème-là, il doit certainement avoir d'autres mamans qui ont ce problème. Et seulement pour ça, j'ai ouvert ce prêt-à-porter-là, qui s'appelait Verre de cristal. Donc, mais quand je fais ma rencontre par hasard à l'aéroport avec Jean-Luc Delarue qui passait à l'aéroport à Roissy, je cours vers lui parce que je regardais les programmes, j'étais vraiment télé, j'adorais. Je cours vers lui et je lui dis voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites et tout ça, j'aimerais bien venir assister et tout. Et il me donne un contact. Et à partir du moment où il m'a donné ce contact-là, j'ai été mordue par la production audiovisuelle. Ce qui fait donc que j'ai commencé à me dire,
ce qu'on fait de l'autre côté, c'est possible de faire chez nous différemment et tout. Et c'est là que Option naît. Je crée donc Option et je divise mon prêt-à-porter en deux. Un côté, c'est la boutique et l'autre côté, un petit bureau de Option. Donc voilà comment je mets en place Engrenage, qui était un programme diffusé sur Canal 2 à l'époque, voilà, et qui était présenté par Jason Blanc. J'étais chroniqueuse dans le programme. Et encore que même je ne devais pas le faire, il manquait quelqu'un, j'étais obligée de me retrouver sur le plateau. Donc après ça, repartir à l'école, je me dis, Camer bas de l'aile va fermer et tout. J'ai fermé, je ne sais pas trop quoi faire. Camer ferme. Bon, je continue mes études quand j'ai eu le MBA. Et après, Camerco lance. Camerco relance, donc je postule, mais au sol, pas comme hôtesse de l'air. On me recrute donc au service commercial. J'étais responsable de la mise en place du programme de fidélité de Camerco. Mais sauf que quand j'ai passé mes entretiens, on était au mois d'à peu près septembre. En octobre, on me confirme que okay, vous êtes retenu, vous voulez commencer quand? Et moi, je leur dis, je veux commencer en janvier. Ils me disent, ok. Sauf que pendant que je suis à la maison, je prépare toute la stratégie. Donc quand j'arrive à Camerco, le premier jour où j'ai commencé en janvier, le 10 janvier 2011, quand j'arrive le 10 janvier 2011, en fait j'ai déjà tout. Donc j'ai fait une semaine et quand le directeur commercial m'a dit, bon écoutez, vous avez 2 semaines pour me remettre le premier draft et tout ça. Donc j'ai même pas fait 5 jours, je suis allée présenter le truc, tout ça. Tout était déjà là. Concours de circonstances donc, malheureusement la fille qui était en charge, la dame qui était en charge de la communication corporate était décédée, paix à son âme. Et on a lancé en interne un recrutement pour la remplacer. J'ai postulé et puis voilà, j'ai eu le poste au mois de février, début février. Et la compagnie devait lancer le 23 mars. Début février, on me dit, écoutez, vous avez 10 jours pour présenter toute la stratégie de communication, tout le lancement de la compagnie et tout ça. Et puis voilà, ça s'est fait et le 23 mars, l'avion est parti. Donc la campagne qui a été vue avec les œufs, avec tout ça, c'est nous qui avons travaillé dessus. Donc voilà. Et là, pour partir chez Camerco, j'avais dû fermer Option parce que je ne pouvais pas faire les deux. Voilà. Et j'avais aussi un problème au niveau de la prod, c'est que j'avais un partenaire technique qui était Canal 2. Et je n'avais pas le résultat que je voulais avoir. Je me suis dit, si je pars à Camerco et que je garde Option, je vais mal faire. Plutôt que de mal faire, autant faire Option, aller faire un tour à Camerco et revenir quand je serai prêt. Et donc, au bout d'un an, je commençais à m'ennuyer. Je m'ennuie très vite. J'ai commencé à m'ennuyer chez Camerco parce que malheureusement, les challenges qu'on nous avait fait voir, miroiter au départ, commençait un petit peu à battre de l'aile et voilà, j'ai démissionné et puis j'ai fait Marabout. C'est comme ça que vous entrez donc dans votre aventure de productrice? Définitivement, avec studio, vraiment où je n'ai pas de problème à prendre une caméra à gauche, prendre à droite, quelque chose, tout, voilà. Mais pourquoi avoir justement pensé à cette vision globale de la maison de production? Simplement parce que c'est très difficile au Cameroun, très difficile. Vous n'allez pas trouver des techniciens ou alors une maison où vous pouvez prendre tout. Il faut, voilà, on est en train de tourner, il faut de la lumière, vous trouvez les lumières où, il faut des caméras, il faut des micros et tout ça. Il faut prendre à gauche, à droite, c'est trop compliqué. Je me suis dit, si je fais du tout en un, ça résout beaucoup de problèmes et effectivement, ça résout beaucoup de problèmes. Alors Marabout, c'est depuis 2012, il me semble que 2012, oui. Donc vous êtes à 5 années d'activité déjà. Tout à fait. Alors il y a une information au Cameroun qui dit qu'une entreprise qui est nouvellement créée, généralement, on va dire il y en a 80% à peu près qui n'atteignent pas leur 4e anniversaire. Mais vous êtes au 5e. Alors comment vous avez su vous manager pour que Marabout continue à exister et à briller de mille feux jusqu'aujourd'hui? Bon, briller de mille feux, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai une très belle équipe. J'ai une équipe qui est jeune et ce sont des jeunes que j'ai pris, à qui j'ai fait confiance sans avoir forcément l'expérience. Je suis quelqu'un qui demande qu'est-ce que vous savez faire. Je ne demande pas depuis combien d'années vous avez travaillé, ça ne m'intéresse pas. Et ces jeunes, une fois que je vois la volonté qu'il y a à évoluer, je vais les prendre, les former
et faire en sorte qu'ils suivent, ils rentrent dans une culture qui fasse en sorte qu'on soit des gagnants. Donc en réalité, la force de Marabout, c'est cette équipe-là, ce n'est pas moi. C'est cette équipe-là qui est jeune, qui a envie de prouver ce qu'elle a à donner. Et ce n'est pas facile non plus. Ce n'est pas facile parce qu'on est dans un contexte où beaucoup de jeunes ont perdu espoir. Beaucoup de jeunes pensent devenir riches tout de suite. Beaucoup de jeunes pensent en fait qu'il suffit juste d'un claquement de doigts pour pouvoir s'imposer. Non. Et en même temps, trouver des clients, ce n'est pas évident. Parce qu'on ne fait pas trop confiance aux Camerounais. Voilà, on ne fait pas trop confiance aux Camerounais. On a tendance à regarder ce qui vient de l'extérieur. Mais on s'est dit, on va faire notre travail correctement. À partir de notre travail, le moment où quelqu'un reconnaîtra ce travail, il viendra travailler avec nous et c'est ce qui se passe. D'accord. Alors, Marabout, maison de production audiovisuelle au Cameroun. C'est-à-dire, vous faites la production à part entière. On fait la production. Marabout, c'est également une agence de communication. Oui, on fait production audiovisuelle et relations publiques. Relations publiques. Donc tout ce qui est vente, tout ce qui est... On ne peut pas faire production audiovisuelle sans faire du conseil. Donc c'est pour ça que ça englobe tout ça. On n'est pas des conseils en marketing pur comme des agences, mais dans notre domaine, on fait du conseil. Donc voilà. Donc si vous venez avec votre projet, vous avez un projet à vendre et que vous voulez que votre projet ait de la visibilité, on va vous dire par exemple que voilà ce qu'il faut faire. Et puis maintenant on va faire toute la démarche marketing qui va aboutir à peut-être la production d'un spot, des supports, des choses comme ça. Alors, jusqu'aujourd'hui, il paraît clair que ce n'est pas toujours d'habitude qu'on a comme patron une femme. Alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer votre boîte en tant que femme qui s'impose, qui donne des ordres, etc. Comment ça se passe votre travail au quotidien? Au quotidien, ce n'est pas... J'ai envie de dire que ce n'est pas ce ne sont pas des ordres. C'est peut-être pour ça que si les femmes géraient ce monde, tout irait mieux. Peut-être. Je ne suis pas sûr. Peut-être. C'est plus de la collaboration, des échanges. Ça veut dire que quand on a un projet, nous discutons, il y a le brainstorming qu'on fait, et puis maintenant, on retient ce qui nous semble la meilleure solution pour X ou Y projet. Donc, je fais en sorte que le staff s'implique, que le staff, c'est une sorte de management qui est à la fois participatif et qui est même, on dirait, paternaliste. C'est-à-dire que Marabout, c'est une famille aujourd'hui. Et ce qui fait que chacun se sent concerné par ce qui peut arriver à l'entreprise. C'est une petite entreprise qui est en train de grandir. On veut tous voir, on l'a vu naître, on a mis ce bébé au monde ensemble, donc on veut tous voir grandir le bébé. C'est cet esprit-là que je mets dans la tête de mes collaborateurs qui l'ont bien compris. Et puis il y a un certain nombre de valeurs que nous avons à l'entreprise qui font que où tu t'allies, où tu sors, et tout. D'accord. Et vos projets en cours, les projets futurs? On a beaucoup de projets. À la fois, on fait de la production audiovisuelle comme des programmes TV, effectivement, mais on fait tout ce qui est spot aussi. Et on est en train d'aller, avec le développement de la technologie aussi, vers j'ai envie de dire peut-être qu'on créera une chaîne de télé, on ne sait pas, peut-être, très bientôt. Mais on est en train de travailler pour qu'on ait une place de choix, pour être, on a envie de dire, la référence au niveau du Cameroun. Et on veut aujourd'hui se porter à l'international. Voilà le plus gros, puisqu'au niveau du Cameroun, tout au moins, on a plus ou moins une réputation qui est positive. Donc maintenant, c'est se porter à l'international et ouvrir les portes. D'accord. Et que pensez-vous de l'environnement des affaires au Cameroun dans le secteur de l'audiovisuel? Ah, ça. Les lois existent, mais elles ne sont pas appliquées. Ça signifie quoi? Ça me dit que on a plusieurs intervenants dans le secteur de l'audiovisuel. On a les diffuseurs qui sont les chaînes de télé, on a les producteurs que nous sommes, on a les câbles opérateurs qui permettent de transmettre le signal et tout ça. Et si chacun faisait son job, tout irait bien.
Et bien entendu, on a le téléspectateur qui est celui qui décide de vous regarder ou pas. Malheureusement, on se retrouve à quoi? Le diffuseur fait de la production, ce qu'il ne devrait pas faire. Le producteur se retrouve parfois donc à chercher sa place, puisque le diffuseur lui-même fait de la production, donc du coup le producteur n'a pas de place. Le câble opérateur va venir faire la production. Donc c'est tellement, j'ai envie de dire, c'est tellement, tout ça est tellement mélangé que ça fait que ça décrédibilise le métier. Ça le ramène parfois au rabais, donc on ne le respecte même pas. Parce que quand vous prenez du temps pour concevoir un programme, pour le produire dans les normes, et que vous avez quelqu'un qui de l'autre côté va faire un programme qui ne prend pas en compte ça, mais vous arrivez qui va le vendre à un annonceur, quand vous arrivez, oh non, vous êtes trop cher, moi je veux plutôt l'autre programme, plutôt, c'est pas pareil. Donc il y a tellement de désordre là-dedans que ce serait bien que le régulateur fasse son travail, mieux le structurer. Voilà, et que les diffuseurs, les chaînes de télé, définitivement se disent, pour que je sois fort, il faut que je m'associe à un producteur. Le producteur a l'avantage qu'il a le détachement, donc il peut avoir la lecture. Qu'est-ce que le téléspectateur veut? Parce que nous, quand par exemple vous proposez un programme, on fait d'abord une étude. En fonction de l'étude, donc on propose un programme qui correspond à ce que le téléspectateur attend. Les chaînes de télé, que ce soit en Europe ou ailleurs, ce sont les producteurs qui les font. Arthur, c'est un producteur. Cyril Hanouna, c'est un producteur. Donc, il travaille avec ces chaînes-là et la chaîne fait ses magazines, fait son journal, et puis voilà. Donc, il faut réguler le secteur. D'accord. Mais c'est un secteur qui pourrait être porteur quand même. Il ne pourrait pas être porteur, il est porteur. Il est porteur et rien n'est fait. J'ai envie de dire que c'est un secteur qui est vierge. Et aujourd'hui, les jeunes qui sont formés dans le tas. C'est difficile de trouver des écoles qui forment véritablement ces jeunes-là. Or, c'est un secteur qui est ouvert, ça demande une main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est vraiment... si les universités aujourd'hui pensaient à créer dans des filières où on ne fait que de l'audiovisuel, c'est quelque chose qui porterait. C'est le métier de demain. C'est le métier de demain. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de votre fils, ce qui m'amène à vous poser la question de nous parler un peu de votre vie familiale. C'est-à-dire, Madame Yolande Bodion est DG de Marabout, ok. Oui. Mais l'autre casquette de Madame Yolande, c'est laquelle? Madame Yolande Bodion est une mère de famille. J'ai 4 garçons. Waouh! Voilà, j'ai 4 garçons et voilà. Et je suis quelqu'un qui s'organise pour pouvoir leur accorder du temps aussi, parce que la prod prend beaucoup de temps, étant donné que c'est un métier qui vous fait trop réfléchir. On s'organise en famille pour que personne ne sente l'absence de l'autre. J'ai l'avantage d'avoir un mari qui est très compréhensif et qui m'accompagne dans ce combat qui est le mien, c'est-à-dire que de pouvoir m'épanouir dans ce que je fais. Donc on a trouvé des moyens de s'entendre, que je ne sois pas trop absent, pour qu'il puisse quand même manger mes plats quelquefois. Donc je suis une mère de famille et puis je m'organise en conséquence pour que mon travail ne prenne pas le dessus sur ma famille, ma vie familiale. Alors, très bien dit. Il y a un internaute pour clôturer cette partie, il s'agit de Mario, qui a posé une question assez longue. Je pense que vous avez déjà donné plus haut quelques éléments de réponse à cette question. Mais je vais la lire telle qu'il a écrit parce que c'est vraiment marrant. Alors, Mario nous pose la question. Moi, j'aimerais surtout savoir quel a été son parcours, de son parcours académique à ses débuts entrepreneuriaux. Je pense que c'est déjà répondu. J'espère, Mario, que j'ai répondu à la question. Il continue, il dit, et comment elle s'y est prise pour donner une telle ampleur à son studio? On va dire que Marabout, beaucoup de gens m'ont donné des conseils. Au départ, j'ai travaillé avec une agence pour la conception, même au niveau de la stratégie marketing. Et ce qui nous avait été proposé, c'était de faire même une campagne grand public. Mais je n'en trouvais pas la nécessité. Je pense que quand on fait un métier aussi technique, il faut laisser les œuvres parler pour vous. Donc on s'est dit, on produit. À partir de ce qu'on fait, ils vont nous retrouver. Donc c'est ce qu'on a fait. On fait des programmes de qualité, ce que les gens n'ont pas l'habitude de voir dans notre environnement. Et c'est peut-être à partir de cela que le nom de Marabout est parti. Alors, il termine en disant, bon, après, le Camerounais lambda a toujours cru que Catapulte est une émission de Canal 2 International. Alors,
Marabout est-il donc un studio indépendant ou il est en quelque sorte lié à Canal 2 International? Marabout n'est pas lié à Canal 2. Marabout, c'est une entreprise, une maison de production et qui fait ce que toutes les chaînes de télé devaient faire pour tous les producteurs, qui produit pour les diffuseurs. Donc Canal 2 était un partenaire de Marabout, je dis était parce qu'aujourd'hui nous sommes sur la CRTV avec des programmes, ce qui n'empêche pas qu'on peut diffuser sur les autres programmes d'autres contenus. Canal 2 était un partenaire, comme CRTV est un partenaire, comme RTL peut être un partenaire, comme Vision 4 peut être un partenaire. Nous sommes complètement indépendants et nous répondons simplement aux attentes des diffuseurs. S'ils nous disent aujourd'hui que nous avons besoin d'un programme, d'une émission de jeu, pour telle tranche horaire, pour telle catégorie de téléspectateurs, nous allons concevoir le programme par rapport à leurs besoins et leur dire, ok, voici ce que nous vous proposons. Donc voilà un petit peu. C'est par exemple ce qu'on a fait avec la CRTV sur Star Challenge, un programme qui a été diffusé sur la CRTV, où nous nous ont dit, nous avons besoin de tel type de programme, nous l'avons conçu et nous leur avons dit, ok, voilà le programme. Voilà. Donc nous sommes complètement indépendants. Nous ne travaillons pas à Canal 2, c'est ce que les gens pensaient parce que le programme était diffusé sur Canal 2. Nous ne travaillons pas à Canal 2, nous ne travaillons pas à CRTV. Nous sommes Marabout et c'est une entreprise à part entière. Alors, Mario, j'espère que tu as eu la réponse à ta question. Chers téléspectateurs de MyUCTV, nous venons de terminer avec la première partie de cette interview. Donc maintenant, nous allons souffler avec une petite pause et ensuite nous revenons vers vous. Alors, chers téléspectateurs de MyUCTV, vous qui nous rejoignez à l'instant, nous sommes au 11e épisode de votre programme Téléboss. Aujourd'hui, nous entraînons avec Madame Yolande Baudian, qui est la DG de la maison de production audiovisuelle Marabout. Dans la première partie de notre entretien, elle nous a raconté son histoire, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle a commencé, de son parcours de l'enfance, jusqu'à devenir la DG bien établie qu'elle est aujourd'hui à la tête d'une société de production camerounaise. Alors, Madame Marie-Gisèle nous a également rejoint sur le plateau de Boss et avec elle nous allons parler de Marabout, mais plus précisément du programme Catapulte. Alors bonjour Marie-Gisèle. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Boss. Merci, cher ami. D'accord. Alors Marabout produit plusieurs programmes télé. Vous en avez Catapulte par exemple qui est le plus célèbre, mais vous avez d'autres programmes aussi comme Sacré Parent et des inédits que vous réalisez en fonction de votre programme de production, c'est bien ça? C'est ça. Alors si vous nous parlez du fameux programme Catapulte. Bon, il faut dire que Catapulte, c'est le talk show camerounais qui a été lancé le 5 octobre 2013, donc 4 ans déjà, et qui est parti, je sais pas, d'une façon... en fait, c'est parti tellement rapidement que maman n'a pas su maîtriser les choses. Parce que quand on lance en octobre, en décembre déjà, 3 mois après, les téléspectateurs savaient déjà qui a un programme camerounais Catapulte. Et puis, tous les jours, nous avons un challenge à relever, c'est de toujours satisfaire les téléspectateurs. Alors Catapulte, notre talk show, a été conçu pour mettre en lumière ces personnes qui, au quotidien, font des choses, je vais dire, de façon extraordinaire, entre guillemets, et qui se démarquent d'une façon ou d'une autre du grand public. Et nous n'avons pas, comme vous l'avez l'habitude de le dire, nous n'avons pas seulement des invités stars, nous avons des gens qui, à la fois, sont des stars, mais qui sont complètement dans l'homme. La styliste qui se démarque, le musicien ou l'artiste qui se démarque, parce que être artiste ne veut pas dire forcément se démarquer, l'artiste qui se démarque, mais beaucoup plus cette personnalité qui a un parcours de telle enseigne qu'il pourra être une source d'inspiration pour nos jeunes qui aspirons à devenir des personnalités de nous. Donc c'est ça, alors que ça Catapulte. Alors merci pour cette brillante présentation et merci surtout d'avoir accepté de participer à l'émission Boss. Alors nous nous dirigeons vers la fin de cette interview, chers téléspectateurs. Marabout, les génies de la prod. Alors vous êtes vraiment des génies de la prod, Madame Yolande Baudian.
Oui, on a la prétention d'être des génies simplement parce que on fait de la communication. Et quand on fait la communication, c'est d'amener l'information, d'amener la lumière là où c'est sombre. Et c'est ce que nous faisons. Donc voilà, on sort les gens de l'ombre pour les amener vers la lumière. Alors, un dernier mot peut-être face caméra pour terminer cet entretien. Je vais vous demander de vous adresser face caméra justement et de donner des conseils pour toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons également qui aimeraient bien se lancer dans l'entrepreneuriat, qui hésitent. Et surtout, quel est ce petit secret-là qui vous a conduit aujourd'hui jusqu'où vous êtes actuellement? Comment je commençais, je ne savais pas que j'avais un secret. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut déjà partir de ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de faire. Et quand on est à l'école, pour ceux qui sont à l'école, c'est penser comment je m'auto-emploie quand je vais sortir de cette école. Et autour de nous, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses. Il faut simplement avoir un sens de l'observation qui est très, très, très développé. Et c'est dire qu'à partir, je ne sais pas moi, j'ai un camarade de classe qui met des baskets. Et si je mettais une couleur à un de ces lacets, peut-être que ça pourrait devenir. Donc il faut beaucoup observer. Et surtout s'armer de courage et d'audace. Parce que l'entrepreneuriat demande beaucoup de courage. C'est un risque que vous prenez à chaque fois. Il faut avoir confiance en vous. Ne vous laissez pas décourager, démonter par ceux qui sont autour, qui vont vous dire oh, ça va pas marcher, ou alors que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ne faites pas les choses comme les autres. Faites ce que vous avez envie de faire. Et puis, avant de vous lancer, étudiez votre environnement. Demandez conseil à ceux qui sont des références autour de vous. N'ayez pas honte de demander à un pousseur comment il a fait. N'ayez pas honte de demander à quelqu'un de votre âge ou de votre génération qui pour vous semble être un modèle. N'ayez pas honte. Demandez des conseils à ceux qui vont vers le haut. Et simplement comme ça, vous pourrez vous en sortir. Maintenant, pour ce qui est des femmes, des jeunes filles, vous savez très bien que c'est 2 fois plus difficile pour une femme de s'imposer dans l'entrepreneuriat. C'est déjà se dire que ce que je vais faire, je peux le faire et je ne vais pas tomber dans les travers. Et quand je dis travers, elles me regardent, elles savent de quoi je parle. Les travers, c'est-à-dire que la facilité de se dire que oui, je vais avoir un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes qui vont faire ci pour moi. Non. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous en sortir. Il n'y a que vous-même, à partir de votre caractère, à partir de ce que vous avez envie de faire, à partir de votre volonté, vous pouvez vous imposer et eux, ils vont vous respecter. Donc le respect ne s'achète pas, le respect se mérite. Et si vous cherchez à avoir le respect des uns, vous allez comprendre que ce sera très facile d'entreprendre. Quand vous avez un projet, quand il est bon, il y a toujours des gens pour vous accompagner. Donc, mûrissez bien vos projets. Ne vous lancez pas sur un coup de tête. On ne se lance pas sur un coup de tête. On prend le temps d'étudier les avantages, les inconvénients. Et s'il vous arrive de tomber, ce n'est pas l'échec. Non, en réalité, c'est que vous avez commencé à apprendre. Vous avez commencé à toucher à ce qui est bon. Quand vous touchez à ce qui est bon, en général, il y a des gens qui vous tirent vers l'arrière. Et ce sont ces gens-là dont il faut vous débarrasser et regarder devant, prendre des risques et puis voilà. Alors merci Madame Yolande Bourdion d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors chers téléspectateurs de MyUC TV, cette édition s'achève aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode. Mais avant de clôturer, j'aimerais remercier toute l'équipe technique qui se cache à la réalisation de votre programme Téléboss. Je pense comme ça au grand docteur Fancho, l'homme qui est toujours derrière les 1000 milliards de boutons, à monsieur Paul Lagriffe-Cotte et à surtout Nick Paul Nicanon du groupe Shadow E qui n'a pas été là aujourd'hui parce qu'il est malade. Nous lui souhaitons bon rétablissement et nous vous disons à la prochaine, c'est-à-dire samedi prochain pour un nouvel épisode. À plus.